Merci de votre écoute et nous sommes à présent en direct comme chaque matin de Jérusalem avec notre correspondante Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous ce matin. Alors on va peut-être commencer par la menace des Houthis, des rebelles Houthis du Yémen. Ça y est, Israël a riposté à l'attaque sur l'aéroport Ben Gurion le week-end dernier. Oui, 20 chasseurs bombardiers de Tsahal ont frappé hier soir au Yémen à 2000 km d'Israël. C'était donc la riposte d'Israël au tir d'un missile balistique Houthi dimanche matin contre l'aéroport Ben Gurion. L'aviation israélienne a frappé principalement le port de Hodeïda, le poumon économique de la milice pro-iranienne. Parmi les cibles visées, une usine de production de béton et des infrastructures servant à des fins économiques et militaires de l'organisation yéménite. Les appareils israéliens ont tiré plus de 50 bombes et missiles avant de regagner leur base. L'opération s'est déroulée en coordination avec les forces américaines qui avaient effectué un peu plus tôt une série de frappes dans la région de Sanaa. C'est la 6e opération de l'aviation de Tsahal au Yémen depuis le début de la guerre. La précédente remontait au mois de janvier. Les Houthis, qui avaient déjà annoncé dimanche soir leur décision d'imposer un blocus aérien à Israël, ont répété après la nouvelle riposte de Tsahal qu'ils allaient encore intensifier leurs tirs contre Israël. Et Benyamin Netanyahou l'a dit, ça ne se fera pas en une fois, mais en plusieurs fois. Donc on s'attend là à de nouvelles frappes dans les prochains jours, les prochaines semaines, hein, Pascal. Oui, la décision, en tout cas la déclaration d'intention du Premier ministre israélien est claire. Depuis 4 mois, Israël n'avait plus frappé au Yémen, d'abord à cause de la mise en place de la trêve à Gaza, durant laquelle les Houthis n'avaient plus tiré de missiles, et ensuite, depuis le début du mois de mars, parce que les États-Unis avaient engagé leur propre campagne contre la milice pro-iranienne au Yémen et avaient demandé expressément à Israël de ne pas intervenir. Mais évidemment, les choses ont changé depuis ce tir d'un missile balistique dimanche contre l'aéroport Ben Gurion. Et donc, cette attaque s'est déroulée en coordination avec les forces américaines et on peut raisonnablement s'attendre à d'autres frappes israéliennes dans les semaines à venir. Et hier, on entendait d'ailleurs sur Radio J, Raphaël Jérusalemi nous dire qu'il fallait aussi frapper à la source, c'est-à-dire l'Iran. Est-ce que Israël se dirige aussi vers des frappes directement contre l'Iran ou selon vous, on n'y est pas encore, Pascal ? Cela fait partie, de toute façon, du message exprimé par Benyamin Netanyahou, à savoir que, bien évidemment, l'Iran, en tant que patron des Houthis au Yémen, a sa part de responsabilité et que c'est évidemment à la tête qu'il faut frapper pour arriver à régler ce problème. Mais évidemment, on sait qu'il y a des négociations en cours entre les États-Unis et l'Iran en vue d'arriver à un nouvel accord sur le programme nucléaire militaire iranien. Donc là aussi, cela limite en tout cas temporairement la marge de manœuvre d'Israël. Alors le reste de l'actualité sécuritaire, c'est aussi ces combats de Tsahal qui se poursuivent à la fois sur le front nord au Liban et à Gaza. Est-ce qu'on peut faire un point, Pascal, des derniers développements de ces dernières 24 heures ? Hier soir, l'aviation de Tsahal, mis à part donc sa frappe au Yémen, a également frappé au Liban des cibles du Hezbollah, dans la Bekaa et dans le sud du pays, toujours dans le cadre de sa politique d'intervention directe en cas de menace sur le cessez-le-feu entré en vigueur fin novembre. Et puis sur le front de Gaza, hier, Tsahal a détruit à Khan Younes un site de lancement de roquettes pointé vers le centre d'Israël et prêt à être tiré. Donc, on voit là aussi qu'à Gaza, les opérations continuent alors que le cabinet de sécurité a validé une nouvelle phase dans l'offensive israélienne pour accentuer la pression militaire sur le Hamas. D'ailleurs, en parlant de Gaza, c'est un peu confus par rapport à ce qui se passe autour de l'aide humanitaire. Le Hamas qui s'oppose au transfert d'aide à Gaza par Israël, qu'il accuse d'être responsable de la crise humanitaire justement dans le territoire palestinien. Est-ce qu'on peut faire un point là-dessus, nous expliquer un petit peu ce qui se passe concrètement, Pascal ? Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que depuis le 2 mars, Israël a bloqué l'accès de l'aide humanitaire à la bande de Gaza, alors que préalablement, durant le mois et demi de trêve, des dizaines de milliers de camions d'aide humanitaire étaient entrés quotidiennement dans la bande de Gaza, donc les stocks existaient.
On arrive maintenant à un épuisement de ces réserves, probablement dans les 2 à 3 semaines à venir, selon les estimations de Tsahal. Et parallèlement, Israël, en coordination avec les États-Unis, a mis sur pied un nouveau plan de reprise de l'aide humanitaire à Gaza, alors sans date précise d'entrée en vigueur, mais ce plan prévoit que Tsahal rouvrira ses terminaux frontaliers pour permettre le passage de l'aide humanitaire qui sera distribuée par des organisations internationales encadrées probablement par des sociétés américaines privées de sécurité. Tsahal assurera en fait un encadrement logistique mais ne participera pas à la distribution de l'aide pour ne pas mettre les soldats en danger, comme l'a spécifié d'ailleurs le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir. Donc le plan existe pour la reprise de l'aide humanitaire à Gaza. Et vous parliez de nouvelles phases dans les combats. Alors en quoi ça va consister exactement pour les soldats de Tsahal et pour l'avenir de Gaza ? Alors, on sait que le rappel des réservistes a commencé. Plusieurs dizaines de milliers qui reçoivent maintenant leur ordre de mobilisation avec un plan qui doit prévoir la reprise de territoires à l'intérieur donc de la bande de Gaza avec un morcellement de l'enclave côtière avec des zones de sécurité. Cela ne concernera pas l'ensemble de la bande de Gaza. Il ne s'agit pas d'une réoccupation totale, en tout cas dans une première phase, mais donc de morceler le territoire, de laisser à l'écart les zones où l'on estime que se trouvent encore des otages israéliens, évidemment, pour ne pas les mettre en danger. Aussi un déplacement de la population civile de Gaza vers le sud, vers de nouvelles zones humanitaires qui seront mises en place pour empêcher évidemment l'accès du Hamas et mettre les civils non combattants à l'abri. Donc tout ce plan opérationnel est prêt. Maintenant, il y a évidemment tout le temps de préparation, notamment de mobilisation des forces de réserve. Et tout cela, en fait, coïncide aussi avec la visite attendue à partir du 15 mai de Donald Trump dans les monarchies du Golfe, avec l'espoir évidemment que la visite du président américain permettra d'arriver à un règlement diplomatique avant le démarrage de cette nouvelle phase de l'offensive israélienne. Donc, à la fois une préparation, mais aussi en quelque sorte un ultimatum adressé au Hamas. Rapidement, Pascal, est-ce qu'il y a eu une réaction des familles d'otages justement à propos de cette nouvelle phase dans les combats ? Oui. Absolument. Une très grande inquiétude de la part des familles, d'autant que plusieurs officiers supérieurs de Tsahal, notamment celui qui est chargé du dossier des otages, Nitzan Alon, a mis en garde les ministres sur les dangers extrêmement graves que ferait courir cette nouvelle opération aux otages israéliens. Merci beaucoup Pascal Zonshine pour ces informations. On vous retrouve évidemment tout à l'heure à partir de 7h26 heure française pour le Zoom Israël sur Radio J. Merci beaucoup. Dans quelques instants, l'essentiel de l'info avec Eva Soto. Chirim, la chanson israélienne du jour. Et puis on va retrouver notre correspondant aux États-Unis, Sébastien Lévy. À tout à l'heure. Le 6-9, Ilana Ferradian. 6h15, le rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour Eva. Bonjour. En riposte à l'attaque contre l'aéroport Ben Gurion, Israël